Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde absolument fascinant des virus. On a tendance à les voir comme des simples méchants, des agents pathogènes, mais en réalité, ce sont des architectes microscopiques d'une complexité incroyable. Alors ensemble, on va découvrir leur structure et comment les scientifiques les classifient pour mieux les comprendre tout simplement. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir à quel point les virus sont absolument partout. Ensuite, on essaiera de définir précisément ce que c'est, un virus. Puis, on va le décortiquer, regarder son anatomie, son manuel d'instruction. Après ça, on verra comment on met de l'ordre dans cette immense bibliothèque de virus. Et surtout, on terminera en se demandant pourquoi est-ce que tout ça est si important à comprendre. Allez, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Parce que les virus, ce ne sont pas juste des concepts abstraits sortis d'un labo. Non, ils font partie intégrante de notre monde, et même de notre biologie. Leur portée est proprement stupéfiante. C'est simple, il n'y a pas un seul règne du vivant qui leur échappe. Ils sont absolument partout, dans les profondeurs des océans, dans le sol, dans les airs, et bien sûr à l'intérieur même de nos cellules. Cette omniprésence fait d'eux des acteurs majeurs et souvent sous-estimés de l'évolution et de la biologie. Et l'impact sur la santé humaine, lui, est incroyablement large. On pense bien sûr au rhume, à la grippe, des choses assez banales, mais leur rôle peut être bien plus sérieux, allant de maladies mortelles, comme la rage, à leur implication directe dans le développement de certains cancers. L'exemple le plus connu, c'est celui des papillomavirus qui peuvent causer le cancer du col de l'utérus. Du coup, c'est la grande question, non? Comment quelque chose d'aussi petit, d'aussi simple en apparence, peut avoir des conséquences aussi gigantesques? Pour avoir la réponse, il faut aller voir d'un peu plus près ce qu'est, fondamentalement, un virus. Et pour définir ce qu'est un virus, c'est intéressant de faire un petit détour par l'histoire, pour comprendre comment on a fini par les identifier. L'histoire de leur découverte est assez folle. Pendant très longtemps, on a suspecté leur existence sans jamais pouvoir les voir. Au début, on parlait d'un simple agent filtrant, quelque chose qui était capable de passer à travers des filtres assez fins pour arrêter toutes les bactéries connues. C'était un mystère. Et il a fallu attendre les années 40 et l'invention du microscope électronique pour enfin pouvoir mettre une image sur ce. Voilà, on arrive à la définition clé. Un virus n'est pas une cellule. Il n'a pas de noyau, pas de mitochondrie, rien de tout ça. C'est une entité qui est vraiment à la frontière du vivant. On peut le voir comme le pirate ultime. Pour se multiplier, il est obligé de prendre en otage la machinerie d'une cellule hôte. Sans un hôte, un virus n'est qu'une particule inerte qui attend son heure. D'ailleurs, il faut bien distinguer le virus en tant que concept de ce qu'on appelle le virion. Le virion, c'est la particule physique, l'objet concret. C'est le virus en mode transport, si on veut. C'est la structure parfaitement assemblée, prête à infecter une nouvelle cellule. En résumé, on peut dire qu'il y a 4 règles d'or pour être un virus. Premièrement, une taille minuscule, on parle en nanomètres. Deuxièmement, son matériel génétique, c'est soit de l'ADN, soit de l'ARN, mais jamais les deux en même temps. Troisièmement, c'est un parasite intracellulaire obligatoire, il ne peut pas vivre sans hôte. Et enfin, il ne se divise pas comme une bactérie, non, il force la cellule hôte à fabriquer des copies de lui-même. C'est une usine d'assemblage. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va faire un peu de mécanique. On va ouvrir le capot et regarder de quoi est fait un virion. C'est en comprenant sa structure qu'on va comprendre comment il fonctionne. En fait, la structure virale est d'une simplicité et en même temps d'une efficacité redoutable. Il y a toujours 2 éléments de base. Au cœur, le génome, le plan de fabrication. Autour de lui, pour le protéger, une coque faite de protéines, c'est la capside. L'ensemble des deux s'appelle la nucléocapside. Et puis il y a un 3e élément, mais qui est optionnel, une enveloppe, qui est en fait un bout de membrane volé à la dernière cellule infectée. Et cette distinction entre virus nu et virus enveloppé est absolument fondamentale, parce qu'elle change tout. Un virus nu, comme le rotavirus, c'est un vrai tank. Sa coque de protéines le rend hyper résistant. Il peut survivre des semaines, voire des mois dans l'environnement. A l'inverse, un virus enveloppé, comme celui de la grippe, est très fragile. Son enveloppe, qui est faite de lipides, craint la chaleur, la sécheresse, le savon, les désinfectants. Cette fragilité dicte toute sa stratégie. Pour survivre, il a besoin d'un contact rapproché pour passer d'une personne à une autre. Maintenant, on va s'intéresser au cœur du réacteur, l'élément le plus important de chaque virus, son génome. C'est le cerveau de l'opération, le logiciel qui contient toutes les instructions pour pirater la cellule. Et là, c'est un peu le festival des possibilités. La diversité des génomes viraux est juste immense. Comme on l'a dit, c'est soit de l'ADN, soit de l'ARN. Mais ça peut être un simple brin ou un double brin, sous forme linéaire, comme nos chromosomes, ou circulaire, et le génome peut être en un seul morceau ou alors fragmenté en plusieurs segments. Chaque combinaison, en fait, correspond à une stratégie de réplication qui lui est propre. Et pour les virus ARN, il y a une notion super importante, la polarité. C'est assez simple à comprendre avec une analogie. Un ARN à polarité positive ou plus, c'est comme un message en clair.
La cellule hôte le lit, le comprend tout de suite et se met à fabriquer les protéines virales. A l'inverse, un ARN à polarité négative ou moins, c'est un message crypté. La cellule ne sait pas quoi en faire. Le virus est donc obligé d'amener avec lui sa propre clé de décodage, une enzyme, pour traduire son message en un format lisible, c'est-à-dire en ARN+. Bon, face à une telle diversité, on pourrait se dire que c'est un chaos indescriptible. Comment les scientifiques font pour s'y retrouver? Eh bien, ils ont besoin d'un système de classification. Pas juste pour le plaisir de ranger dans des boîtes, mais pour pouvoir comprendre et même prédire le comportement d'un virus. Et l'idée la plus brillante dans ce domaine, elle vient d'un certain David Baltimore, un prix Nobel. Il a compris une chose essentielle. Peu importe la structure exacte de leur génome, tous les virus, sans exception, ont le même objectif. Ils doivent produire de l'ARN messager pour que la cellule hôte fabrique leurs protéines. Sa classification est donc entièrement basée sur le chemin que chaque virus emprunte pour arriver à cet ARN messager. Ce système génial classe donc tous les virus connus en seulement 7 groupes. Par exemple, le groupe I, qui a de l'ADN double brun, suit la voie la plus directe, la plus classique. Le groupe 4, avec son ARN+, n'a rien à faire, son génome est déjà le message. Et puis il y a les plus complexes, les plus tordus, comme les rétrovirus du groupe 6, dont fait partie le VIH. Eux, ils ont une astuce unique. Ils transforment leur ARN en ADN pour pouvoir s'intégrer dans notre propre génome. C'est une classification d'une logique et d'une puissance incroyables. Alors, à quoi ça sert tout ça? Toute cette connaissance sur la structure, le génome, la classification, eh bien, ça a des implications très concrètes sur la façon dont on combat les virus au quotidien. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale à retenir de tout ça. La structure d'un virus dicte sa stratégie de survie et de transmission. Savoir qu'un virus comme la grippe est enveloppé, ça nous dit qu'il est fragile et que se laser les mains avec du savon, c'est une arme redoutable. A l'inverse, savoir qu'un virus est nu et donc robuste, ça nous alerte sur le fait qu'il peut persister dans l'environnement et que d'autres mesures, comme la purification de l'eau, sont nécessaires. Et cette exploration se termine sur une question qui est grande ouverte sur l'avenir. On découvre en permanence de nouveaux virus, que ce soit dans le permafrost qui fond ou dans les abysses. Chaque nouveau virus est une nouvelle énigme. Mais en comprenant rapidement son architecture, son type de génome et donc son groupe de Baltimore, on peut anticiper sa façon de se propager, sa résistance et surtout, on peut commencer à développer des stratégies pour le contrer. La virologie structurale, ce n'est pas juste une science fondamentale, c'est en fait notre première ligne de défense pour le futur. Voilà qui conclut notre analyse.